80 victimes. Les autorités qui étaient plutôt préoccupées, entre autres, à installer cette semaine Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. La nouvelle configuration de l'espace politique, qui est qui fait quoi? Bonjour Boubacar Camara. Bonjour Monsieur Fall et merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue l'ensemble de vos auditeurs et téléspectateurs. Et beaucoup d'interrogations sur cette recomposition de l'espace politique, interrogations qui vous concernent. Après l'annonce de votre départ de la coalition Jotna qui s'était fermée autour de la candidature d'Ousmane Sonko à la dernière présidentielle, et vous avez dans la foulée mis sur pied votre propre coalition que vous appelez Tabar. Construire en Wolof, en tant que leader du parti de la construction, justement, et de la solidarité, le PCS. Et vous restez dans l'opposition? Absolument. Je vais d'abord, évidemment, m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie et présenter mes condoléances à leurs familles sur ce qui se passe avec ce qu'on appelle communément l'immigration clandestine et que nous appelons l'exil. C'est un exil macabre de jeunes qui ne se retrouvent plus dans leur pays. Lorsque la majorité de la population, la force vive d'un pays est en partance, le pays a perdu son âme. Et voilà la gravité de la situation. En quittant le Sénégal il y a plus d'un mois, j'avais laissé ici deux grands soucis. L'épidémie, la pandémie de la Covid-19, et j'avais également laissé ici le problème de l'inondation, des inondations. Entre-temps, il s'est passé beaucoup d'autres choses, notamment cet exil de ces jeunes en masse. Il s'est passé également politiquement un remaniement ministériel extraordinaire qui a vu celui qui était deuxième à l'élection présidentielle, qui avait recueilli des centaines de milliers de suffrages, aller rejoindre le pouvoir, comme ça, sans crier gare. Idrissa Seck, plus de 900 000 voix à la dernière présidentielle. Comme ça, vous rejoignez le pouvoir après avoir recueilli plus de 900 000 voix. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça l'exemple type de la tortuosité politique. C'est l'exemple type qu'il ne faut pas montrer à la jeunesse. Et cela a entraîné toute une analyse dans le cadre de notre parti, dans le cadre de notre coalition, et qui a abouti à une prise de position qui consiste à mettre en place une nouvelle coalition, qui s'ancre dans l'opposition et qui se bat pour montrer que la politique est quelque chose de noble. Il ne faut pas que les gens acceptent l'idée que tous les politiciens sont pareils. Si toutes les forêts étaient pareilles, comme on dit, mais il y a des forêts qui relégueraient, qui, comme on dit en bon wolof, bu àll yëpp yemoon am àll yu bàyyi seen cër, bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. Voilà le sens. Et ce remaniement est un exemple type d'une utilisation politicienne du pouvoir. Ce remaniement qui constitue un renforcement, affaiblissement du pouvoir, parce que le pouvoir est en face d'une situation extrêmement difficile. Et pour ce faire, il a été obligé de se renforcer. Et en se renforçant, il s'affaiblit. Et l'opposition a reçu un coup extrêmement dur. Voilà le sens de cette coalition que nous avons. C'est pas nouveau, cependant, de voir la tête de file de l'opposition rejoindre le cercle du pouvoir au Sénégal et ailleurs. Non, au Sénégal, c'est nouveau. Idrissa Seck a fait, pour le nommer directement, a fait des va-et-vient après avoir été deuxième aux élections de 2007, je pense. Mais c'était des va-et-vient. Mais cette fois-ci, c'est un aller sans retour. Deuxième, les suffrages des Sénégalais. C'est extraordinaire. Il n'y a aucune justification. Il n'y a aucun programme commun du gouvernement. Il n'y a aucun accord politique pour redresser une situation. Comme ça, armes et bagages liés, vous rejoignez le pouvoir. C'est un signal extraordinaire.
Le prétexte de la conjoncture économique et de la relance de cette économie affectée par le Covid-19, pour vous, donc, ne suffit pas pour rallier le pouvoir? Rallier le pouvoir, c'est renoncer à sa conviction. Que le pouvoir soit dans une situation difficile, que le pays soit dans une situation difficile, que des hommes politiques responsables discutent des voies et moyens pour sortir de cette crise dans le cadre d'un programme commun, comme nous en avons fait l'appel, dans le cadre de l'appel de Kinshasa au 28 mai 2020, c'est possible. Qu'on discute, qu'on dise que sur tel point, il faut relancer l'éducation et la santé, il faut améliorer la situation du pays, il faut peut-être gérer autrement les ressources naturelles, il faut peut-être changer les sources de financement pour améliorer la situation. Cela est possible. Une discussion claire, une visibilité pour sortir de cette impasse. Ça n'est pas le cas. Avant ce remaniement que vous décriez, ce ralliement d'opposants comme Idrissa Seck, il y a Omar Sarr aussi qui entre dans le gouvernement. Avant ce remaniement, vous, personnellement, vous avez été reçu le 11 octobre par le président de la République. Le chef d'État vous a-t-il, au cours de cette audience, demandé de le rejoindre? Le président de la République me connaît très bien. Le président de la République me respecte et je le respecte aussi. Il sait que je suis un homme de conviction, que j'ai choisi d'entrer en politique volontairement et que j'ai choisi de m'ancrer dans l'opposition. Et il sait que j'ai un programme politique. Il m'a fait appeler. J'ai pris mon avion. J'ai fait plus de 14 heures de vol. Je suis reparti le lendemain. Je l'ai écouté. Il m'a expliqué ce qu'il voulait faire de ce pays. Il m'a expliqué les mesures qu'il est en train de prendre pour mettre le pays dans une trajectoire durable. Je l'ai remercié de m'avoir invité parce que je pense qu'on ne s'improvise pas homme d'État. Lorsque vous êtes un homme d'État, lorsqu'un chef d'État vous appelle, vous parlez pour vous, pour avoir votre point de vue sur la situation, votre devoir c'est de lui parler franchement. Je rappelle que vous séjournez depuis plusieurs mois à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous travaillez et le président de la République, il a demandé à vous voir, vous êtes venu, vous êtes reparti le lendemain. À mes frais. Le contenu, à vos frais. À mes frais. Attendez, je ne travaille pas seulement dans ce pays. Délivrez-nous tout le contenu de vos échanges. Je travaille dans beaucoup de pays. Et je travaille justement pour améliorer la situation de cette Afrique-là, qui est immensément riche et étonnamment pauvre. Cet exil professionnel, on en parle dans cette émission. Mais vos discussions avec Macky Sall... J'en viens, j'ai pas fini. C'était pas une invitation à le rejoindre? J'en viens. Quand il a fini de m'exposer ce qu'il pensait, je lui ai exposé ce que je pensais de ce pays, des rectifications qu'il faut faire. Je lui ai exposé mon programme politique. Et je lui ai montré que les rectifications sont essentielles. Le changement de cap n'est pas négociable pour nous. Nous ne pouvons pas embarquer dans ce navire qui dérive et qui a abouti aux résultats que nous avons vus. Nous ne pouvons pas dénoncer cette situation que les Sénégalais vivent. Dans ce pays, il y a des misères qui vous fendent le cœur, que nous constatons tous les jours. Nous ne pouvons pas critiquer cela et revenir dire que c'est bon. Donc, nous avons expliqué que ces rectifications-là sont indispensables. Et nous avons montré que nous ne pouvons pas nous engager dans un combat ou dans la mise en œuvre d'une politique publique qui n'est pas conforme aux orientations auxquelles je répète la question. Il vous a formellement demandé c'est ça que je vous dis. Ça n'aurait pas de sens de me proposer de venir travailler avec lui. Parce que les divergences qui ont été constatées lors de cet entretien sont telles que ça n'aurait aucun sens pour le président de la République de me dire venez travailler avec moi, venez me rejoindre. Parce que nous n'avons pas la même conception, nous n'avons pas la même vision de ce pays.
Ceux qui ne me connaissent surtout pas, je le comprends parfaitement, parce qu'on aura tout vu dans ce pays. Mais ceux qui me connaissent et qui savent exactement à ce niveau de conception d'un programme cohérent, ceux-là ne doutent pas de notre engagement politique. Oui, estimez-vous avoir été transparent dans votre démarche? Vous rencontrez le président de la République à l'insu de l'opinion. C'était le 11 octobre. Vous pensez que j'ai pris l'engagement de dire à l'opinion... Il a fallu que le journaliste Adam Agaye sur Facebook révèle justement l'existence de cette audience. Je n'ai jamais pris l'engagement et je ne prendrai jamais l'engagement en tant qu'homme d'État d'annoncer mes audiences avec le président. Je n'ai jamais pris l'engagement. Je termine. Quand on est une figure de l'opposition, qu'on rencontre le président de la République, justement, ça va être porté à la connaissance du grand public. Cela dépend. Je n'ai jamais pris l'engagement, au sortir d'une audience avec le président, de faire une conférence de presse ou de dire exactement le contenu de nos entretiens. Non. C'est à nous, quand je dis nous, notre parti, nos alliés, d'apprécier l'opportunité d'en parler ou de ne pas en parler. Je ne pense pas qu'à la veille d'un remaniement ministériel, ça rend obscur la démarche. Rien n'est obscur. Vous savez, nous, notre parcours parle pour nous. Notre parcours n'a pas un seul grain d'obscurité. Donc, notre parcours parle pour nous. Si nous décidons de ne pas garder... Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez dans des négociations avec Macky Sall qu'il vous a peut-être fait des propositions qui ne vous agréent pas? Non, il ne m'a fait aucune proposition, je vous l'ai dit. Les faits sont sacrés. Le président Macky Sall ne m'a fait aucune proposition. Il a expliqué sa vision. Je lui ai expliqué ma vision dans un climat... Si le journaliste Adam Agaye n'avait pas révélé cette audience, vous ne l'auriez jamais... Non, ne dites pas ça. Ce qu'on a dit, nous, avant de partir à cette audience, nous avons parlé à notre parti, nous avons parlé à nos alliés politiques. Ce n'est pas notre parti qui était en audience, c'était le président d'honneur du parti, Boubacar Camara, qui était en audience. Quand on a fini de parler avec le président, nous avons rendu compte à nos alliés, nous avons rendu compte à notre bureau politique qui a décidé... Le bureau politique qui a décidé de ne pas parler de cette audience pour éviter des spéculations à la veille d'un remaniement. Quand on a une philosophie de la transparence et de la vérité, on ne fait pas des rencontres. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. On ne fait pas des rencontres avec le président public derrière des portes closes, loin des caméras. Toutes les rencontres se font derrière des portes closes. Cette rencontre n'était pas faite, filmée. Le président vous appelle, demande votre avis. Vous donnez votre avis. Nous ne pensons pas que c'était opportun de venir dire que le président nous a rencontrés. C'est ouvrir la voie à toutes les spéculations à la veille d'un remaniement, qui a eu lieu d'ailleurs le 1er novembre. Et dans ce remaniement, vous n'avez pas vu Boubacar Camara. Plus de 15 jours avant, vous avez eu cette audience avec le président de la République. Ça veut dire que ça n'a aucune importance. Aucune importance par rapport à notre schéma politique. C'est pour ça qu'on n'a pas cru nécessaire d'en parler. S'il y avait des propositions, s'il y avait des points importants qui ont un impact sur notre vie politique, on en aurait parlé. Mais ça n'a aucune importance que le président nous appelle, nous demande notre avis, qu'on explique notre avis. Ce n'est pas une raison. Le jour où ce sera nécessaire de le faire, le jour où on rencontrera le président, et s'il me rappelle demain, je vais aller le rejoindre pour parler avec lui. Et lorsque ce sera nécessaire de rendre compte à l'opinion, je le ferai. Nous avons estimé que ce n'était pas nécessaire de rendre compte à l'opinion. Nous n'avons pas rendu compte à l'opinion. Vous l'avez alors fait sur le dos de l'opinion et de vos militants. Le dos de l'opinion, tu sais, nous ne subissons pas la dictature de l'opinion. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes des leaders conscients, nous connaissons notre devoir, nous connaissons notre engagement. Nous ne c'est pas parce que les gens ou certains pensent pouvoir utiliser cet événement. D'ailleurs, au lendemain de notre sortie de Jotna, parce que ce qu'ils avaient dit, c'est dit si on est sorti de Jotna, c'est parce qu'on a rencontré le président qui nous a dit de sortir de Jotna. Et alors, tout a été démenti parce que le président Ousmane Sonko lui-même est sorti de Jotna. Le président Ousmane Sonko lui-même a expliqué. Et il connaît parfaitement les raisons pour lesquelles on est sorti de Jotna. Et je voulais expliquer au lendemain du remaniement, et bizarre d'une quand même, recomposition. Très bizarre la coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence possible. C'est des faits qui se déroulent comme tous les jours et chaque fait a son explication. Votre audience avec Macky Sall n'a-t-elle pas fait voler en éclats cette coalition? Non, ça n'a rien. Mais Macky Sall serait trop fort. Aujourd'hui, Macky Sall est complètement affaibli au point d'aller chercher un Idrissa Seck. Au point d'aller chercher, il est en train de recomposer tous ceux qui ont dirigé le pays depuis 1960. Il a avec lui l'homme qui a récolté près d'1 million de suffrages à la dernière présidentielle. Mais il les a récoltés contre Macky Sall. Il ne les a pas récoltés parce qu'il était avec Macky Sall. Donc il faut relativiser. Aujourd'hui, il a avec lui
Il a pêché, comme on dit en termes politiques, un gros poisson. Mais c'est un espadon. C'est un espadon qu'on appelle. C'est le poisson épais. Et ce poisson épais, là, je vous le dis, je vous le pronostique. La guerre va s'ouvrir entre Macky Sall et Idrissa Seck bientôt. Ah bon? Ah oui, comment? Absolument. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette alliance? Et ça, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce qui a pu justifier que Idrissa Seck accepte, malgré toutes ses déclarations, accepte malgré tout le suffrage qu'il a collecté, accepte malgré le fait que beaucoup de gens l'ont soutenu pendant ces élections? Il dit avoir levé toutes les, mais attendez, les divergences avec Macky Sall. Non, mais justement, s'il a levé les divergences avec Macky Sall, il est du côté du pouvoir. Et il va mettre en œuvre la politique de Macky Sall, d'ailleurs dans un cadre, avec aucun pouvoir de décision, dans un cadre consultatif comme le Conseil économique et social. C'est une nouvelle donne politique. Et dans ce cadre-là, l'homme politique conscient doit se positionner. Et je vous dis que la guerre va s'ouvrir. Parce que qu'est-ce qui va justifier que Macky Sall fasse confiance à Idrissa Seck? Vous pensez que Macky Sall va faire confiance à Idrissa Seck? Vous pensez qu'Idrissa Seck va faire confiance à Macky Sall? Quelle est la base de cette union? Il y a de l'éthique dans la politique. Il n'y a aucune éthique dans ce ralliement. Et nous sommes clairs, nous ne faisons pas de langue de bois sur cette question. Nous pensons que la politique, c'est quand même quelque chose de noble. Et nous avons choisi de faire la politique noblement. Nous n'avons pas dit que personne ne doit travailler avec le pouvoir. Mais les conditions dans lesquelles on doit travailler avec le pouvoir doivent être transparentes, expliquées aux populations. Et la nécessité la nécessité fait l'exception, il l'a dit. Mais la nécessité, c'est quoi? Et sur quoi on s'est fondé? Quelle est l'influence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Toutes ces questions-là ne sont pas traitées. On se réunit pendant 15 mois, comme ça, on garde le silence, on se réunit, on se cache, etc. Un bon jour, paf, on a rejoint le pouvoir et on dit oui, c'est la nécessité. Nous n'y croyons pas, nous ne fonctionnons pas comme ça. Idrissa Seck a rencontré Macky Sall dans les mêmes conditions que vous avez rencontré le même Macky Sall, non? Non, mais ce n'est pas les conditions de la rencontre, c'est le contenu de la rencontre qui est important. Le contenu de la rencontre, ce n'est pas des négociations pour rejoindre le pouvoir. Le contenu de la rencontre, le président de la République a... Pourquoi le président estime qu'il faut m'appeler pour me parler? Il me connaît, j'ai un parcours. Et deuxièmement, pendant toute la période de Covid, je n'étais pas là. J'ai proposé 33 mesures, étant à l'extérieur. Il en a piqué, excusez-moi le terme, 28, dont le fameux fonds des 1000 milliards. C'était ma proposition, qui a été mise en œuvre d'ailleurs de façon catastrophique. Ensuite, j'ai fait le jour d'après pour expliquer comment l'Afrique devait profiter de cette situation. Le lendemain, d'ailleurs, il a fait un article pour se présenter comme le chef de l'Afrique, etc., avec un combat qui a fait long feu sur l'annulation de la dette. Le surlendemain, j'ai fait l'appel de Kinshasa pour appeler un programme commun. Personne n'a répondu. Par la suite, j'ai fait Toumbi 19 avec 19 mesures pour la relance économique. En juin, lui, il avait déjà annoncé une relance économique qui n'est venue qu'en septembre. Et cette relance économique-là reste dans les mêmes dispositions. Le même schéma d'endettement excessif, une mauvaise priorisation des investissements, une négligence des secteurs essentiels pour le capital humain. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça parce qu'il n'y a pas les réformes qu'il faut. Mais quand quelqu'un qui est président, on ne peut pas reprocher ça au président Macky Sall, de voir qu'il y a un citoyen de surcroît de l'opposition qui fait des propositions intéressantes, qui lui parle pour savoir dans quelle mesure il peut profiter ou travailler avec lui. Il doit le faire. Et c'est une chose qu'il faut louer. Il l'a fait, on n'est pas d'accord. Le jour où il entrera dans le schéma dans lequel nous sommes, nous parlerons, mais nous ne nous réunirons jamais parce que les travers que nous dénonçons sont encore là. Et nous ne participerons jamais au pillage de ce pays. Parce que nous avons choisi de nous battre pour le peuple sénégalais. Vous estimez que le clash va bientôt arriver entre les nouveaux alliés? Mais un espadon, ça blesse. Alors, un espadon dans la cour, ça blesse. Vous savez, l'espadon... C'est le contraire d'autres analyses qu'on a entendues jusqu'ici. Couteau à double tranchant d'autres analyses qui avancent une idée, une démarche de Dauphinat dans cette alliance-là. Vous n'y croyez pas? Ils rêvent. Ils rêvent.
Il n'y a aucun schéma de Dauphinat. Le Dauphinat, c'est le peuple. Tous les schémas qui ont été mis en place pour avoir une succession ont échoué. Au Sénégal, vous l'avez vu. C'est le peuple qui décide de qui va succéder, quel que soit le schéma que vous mettez en place, les changements de constitution. On a tellement vu de schémas ici, c'est le peuple qui décidera. Ce qu'on demande, par contre, c'est que le calendrier électoral soit respecté, que le fichier soit revu, soit correct, qu'il y ait une intégrité électorale et que les populations soient suffisamment conscientisées. Le reste, c'est entre les mains du peuple. Nous ne croyons pas à ces histoires de Dauphinat et tout, c'est celui-là qui va venir, etc. Vous pouvez avoir vos préférences. Vous avez vu tous les gens qui sont sortis du pouvoir et qui étaient des pontes de la paire, qui sont sortis. Aujourd'hui, c'est des potentiels ennemis, en tout cas leurs militants de Macky Sall. C'est clair, ce n'est pas un renforcement, ils l'ont pas dit. C'est un affaiblissement. Beaucoup d'ailleurs d'entre ces personnalités qui ont été limogées du gouvernement ont participé à la dernière réunion de la direction de l'APR, sauf Aminata Touré. Vous en pensez quoi d'ailleurs, le cas Aminata Touré? Oui, vous savez, le président Macky Sall sait très bien comment il gère ses hommes. Et sur ce plan-là, il est extraordinaire. Il sait très bien que tous les gens qui sont avec lui et qui ont de l'ambition, il va les laisser exprimer leur ambition et il va les liquider un à un. C'est ça la réalité. Liquider, lorsque vous avez des quoi? Ambitions, vous avez vu comment ça s'est fait ici au Sénégal. Vous avez vu l'histoire récente du Sénégal, comment les gens s'auto-liquident. Quand vous avez des ambitions politiques, il faut les affirmer et se positionner pour ces ambitions politiques. Point barre. L'eau am gueule. Mais c'est ce que je crois. Je ne suis pas dans l'entre-deux chaises. On a vu d'autres opposants qui sont là, qui adoptent des attitudes incompréhensibles entre deux chaises. Il faut être clair. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une... Vous faites allusion à qui exactement? En tout cas, moi, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une nouvelle opposition politique qui se dessine. Qui se dessine avec des contours différents. Nous avons le président Sonko, avec son parti, qui se développe. Nous avons l'excellent Thierno Alassane Sall, courageux, qui est en train de faire son chemin. Nous avons la coalition Tabakh que nous dirigeons. C'est une ossature à laquelle les Sénégalais doivent croire. Il y a d'autres identités remarquables dans l'opposition. Je n'ai pas besoin de les citer, mais moi, c'est ma conception. Et c'est ce groupe, ce bloc qu'il faut encourager pour faire naître une nouvelle opposition. Parce que c'est des gens courageux. Mais dans l'analyse, votre... Je ne fais